Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la dernière polémique en date sur la carte scolaire remonte à janvier. Elle a coûté son poste de ministre de l'Éducation nationale à Amélie Oudéa-Castéra. Mais au-delà de l'anecdote, quelle est la réalité? Quels sont les effets de la ségrégation au collège? On posera la question à Youssef Souidi qui publie un livre qui fera référence sur le sujet. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actu, anniversaire et programmes d'histoire, mais aussi de sciences économiques et sociales. Ce dimanche, la loi Joubert aura 150 ans. Elle marque une étape importante dans la lutte contre le travail des enfants. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, qui a déniché dans le journal L'Actu cette info insolite, la mise au point par des chercheurs singapouriens de cafards téléguidés. Rendez-vous enfin avec Célie Luton, dont on poussera les portes de la librairie, comme chaque semaine, pour des conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. Sujet du jour, le handicap. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. La ségrégation scolaire est une bombe à retardement pour la société française. C'est ce qu'écrivait en 2015 le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Cette alerte, elle est au cœur du livre que publie Youssef Souidi, Vers la sécession scolaire, livre qui vient de sortir chez Fayard. Et le sous-titre le souligne, mécanique au pluriel de la ségrégation au collège. Youssef Souidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur postdoctorant au CNRS et à l'université Paris-Dauphine PSL. On va commencer par rappeler le tableau. Vous vous intéressez au collège parce que c'est le moment du parcours scolaire où culminent les mécanismes de ségrégation. Effectivement, le collège, c'est le dernier moment de la scolarité où l'ensemble d'une classe d'âge est scolarisé dans de mêmes établissements. Au lycée, vous avez déjà une séparation entre filière générale d'une part et professionnelle de l'autre. Et à l'école primaire, quand même, il est difficile de dissocier ségrégation urbaine et ségrégation scolaire parce que, en fait, le critère de proximité prévaut et il est très difficile de répartir les élèves dans des établissements qui sont très éloignés les uns des autres. Le critère de proximité prévaut, il pourrait prévaloir au collège. Or, vous expliquez que le lieu de résidence n'explique pas à lui seul les phénomènes de concentration d'élèves de même milieu. En fait, c'est redoublé par le fonctionnement du système éducatif lui-même. Oui, alors il faut revenir sur la manière dont fonctionne l'affectation au collège. Il y a ce principe qu'on appelle la carte scolaire, c'est-à-dire que, étant donné son lieu de résidence, on est affecté à un collège de proximité, un collège public de proximité. Cela dit, si les parents ne sont pas très contents de ce collège public de proximité, ils ont plusieurs choix. D'une part, demander une dérogation au sein du secteur public pour que leur enfant soit scolarisé dans un autre collège que celui de secteur. Et, ou sinon, le plus fréquent, c'est de demander une inscription dans un collège privé. Privé sous contrat, le privé sous contrat étant largement financé par l'État, ça ne coûte pas forcément très cher, donc ce n'est pas une ségrégation qui se fait sur l'argent. Alors, ça ne coûte pas très cher, déjà ça dépend des établissements tout de même. Les établissements privés sont libres de fixer les frais d'inscription, et donc vous en avez certains qui sont gratuits, notamment le réseau Diwan. Leurs établissements sont gratuits. Les écoles bretonnes bilingues. Exactement. Mais vous en avez d'autres qui peuvent avoir des frais d'inscription plus ou moins élevés et c'est difficile. En fait, ces informations-là ne sont pas remontées, ce qui est un problème. Et l'enseignement catholique qui organise la majorité de cette offre scolaire, d'ailleurs, aime bien donner des moyennes, parce que la moyenne est plutôt flatteuse en termes de tarifs, mais c'est vrai que les disparités sont très importantes. Effectivement, et puis alors, s'ils disposent de ces données, tout le monde pourrait peut-être y avoir accès pour qu'on puisse faire elles ne sont pas diffusées. Nos propres calculs. On a beaucoup dit que le phénomène d'évitement des collèges, que ce soit pour demander une dérogation pour aller vers un autre collège public ou pour aller vers le privé sous contrat, on a beaucoup dit que c'était un phénomène essentiellement parisien. Vous, ce que vous montrez dans votre étude, et c'est une de ces nouveautés, c'est que ça touche y compris les villes moyennes, voire des petites villes. Oui, alors c'est notamment la publication des indices de position sociale, ces indicateurs publics que tout le monde peut consulter et qui permettent d'indiquer la composition sociale moyenne des établissements scolaires, qui permettent de le voir. Et effectivement, il y a deux graphiques, notamment dans ce livre, où on voit que, par exemple, Lyon ressemble beaucoup à Paris en termes de ségrégation sociale. Donc là, on est encore sur des grandes villes. Mais si vous prenez Perpignan, par exemple, il y a une scission très claire entre, d'une part, des collèges publics qui prennent en charge les difficultés sociales et scolaires, et d'autre part, des collèges privés qui, eux, sont plutôt, voire même très favorisés socialement. Inégalité entre collèges, mais aussi inégalité à l'intérieur des collèges, dans les classes. Ça, c'est aussi quelque chose que vous avez cherché à mesurer et dont on parle quasiment jamais. Oui, on n'en parle pas parce que pendant longtemps, en fait, on n'avait pas de données qui permettaient de le faire. Dans les années 2010, une première étude est parue là-dessus. Et je reviens sur ces résultats en actualisant un petit peu. Et effectivement, on pouvait avoir des collèges qui sont assez mixtes socialement. Donc, si la composition sociale d'un collège, c'est plus ou moins la composition sociale de la cour de récré. Mais ensuite, les élèves vont dans leur classe et pouvaient avoir une
cours très mixtes socialement, mais une fois qu'on va dans la classe, justement, chacun est dans sa classe, aux deux sens du terme, la classe physique, et puis aussi rejoindre sa classe sociale, plus ou moins. Mécanique de ségrégation, de la ségrégation au collège, c'est le sous-titre de votre livre. On comprend bien, on va y revenir, que cette ségrégation elle s'organise entre autres à partir de cette compétition, de cette concurrence entre public et privé. Pour autant, et ça vous le soulignez à plusieurs reprises, il y a aussi parfois dans certains établissements privés de la diversité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder finement les choses et pas caricaturer le débat. Oui, c'est certain qu'il y a une diversité au sein du privé également, et d'ailleurs le secrétariat général de l'enseignement catholique va souvent il donne toujours les bons exemples. Des exemples des établissements bretons ou d'établissements marseillais très défavorisés, mais cela dit, on n'attend pas des établissements privés qui soient très défavorisés. Un établissement ghetto qui soit privé ou public, c'est pas ce qu'on veut, mais globalement, le privé contribue plutôt à la ségrégation sociale, et en particulier dans les grandes villes, mais également dans certaines villes moyennes. Et on va revenir à tout ça, si vous voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Dans l'Anti-Sèche aujourd'hui, on révise les programmes d'histoire, peut-être un peu de SES aussi, autour du droit du travail. Le 19 mai prochain, cela fera 150 ans qu'a été promulguée la loi Joubert. C'est une loi relative au travail des enfants. Oui, et pour être plus précise, au travail des enfants dans l'industrie. La loi de 1874 interdit le travail aux enfants de moins de 12 ans, interdit le travail de nuit pour les filles mineures et pour les garçons de moins de 16 ans, et impose le repos du dimanche pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans. Pour vous donner une idée de grandeur, il faut savoir qu'au début des années 1840, les femmes et les enfants représentaient 75% de la main-d'œuvre textile, et on aurait compté jusqu'à 143 000 enfants dans la grande industrie, dont 93 000 dans le seul secteur textile. Alors, des chiffres des gros écarts, oui. C'est des chiffres à prendre avec prudence parce que les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais on l'aura compris, globalement, il y en a beaucoup. D'enfants. Oui, bien sûr. Loi Joubert, on l'a dit, c'est une étape, vous l'avez souligné, c'est dans l'industrie, c'est pas l'interdiction absolue du travail des enfants. Non, en fait, le chemin est encore long. Il faut savoir qu'au lendemain de cette loi Joubert, donc en 1850, on estime encore qu'il y a encore 15 à 20% des enfants de moins de 14 ans qui sont employés dans l'industrie. Et puis les petites industries échappent un petit peu à la législation. Par exemple, les dentelles des campagnes de Bayeux à Cherbourg emploient des fillettes de 4 à 5 ans quand même. Ouais. On trouve des adolescents de 13-18 ans dans les filatures de soie de Jujurieux dans l'Ain, des exemples parmi d'autres. Les étapes suivantes, ce sont d'autres lois, notamment 1892. Oui, 1892, soit 18 ans après la loi Joubert, il faut voir la promulgation d'une nouvelle loi qui dit en substance que la durée maximale de travail est ramenée à 10 heures quotidiennes à 13 ans, à 60 heures hebdomadaires entre 16 et 18 ans, et un certificat d'aptitude est donc là nécessaire. Sachant qu'entre-temps, il y a eu les lois Ferry. Oui, alors, ça qui rendent l'école gratuite, laïque et surtout obligatoire pour les 6 à 13 ans. Évidemment, ça n'empêche pas le travail des plus de 13 ans, mais on sent qu'un cadre en train d'être posé, en fait. L'interdiction formelle totale, en France en tout cas, il faut attendre le milieu du XXe siècle. 1958. C'est la date à partir de laquelle les moins de 16 ans n'ont pas le droit de travailler. L'instruction est obligatoire jusqu'à cet âge, et la législation actuelle reprend une convention internationale de l'Organisation internationale du travail de 1973. Et donc ça met un terme à des siècles de travail des enfants, en tout cas en France, là encore. Oui, alors ça a commencé, les premières traces historiques du travail des enfants remontent à 1572, époque à laquelle les enfants participent à l'exploitation minière dans les Vosges saunoises. Dès le XVIIe siècle, les ramoneurs savoyards sont des enfants. La manufacture textile de Sedan emploie les enfants dès l'âge de 7 ans. Dans la région de Tourcoing, en 1790, sur 8000 personnes employées dans la filature, 3000 sont des enfants. Au XIXe siècle, les usines sont de plus en plus mécanisées. Donc il y a de nombreux postes qui sont occupés par des manœuvres peu qualifiées. Les manœuvres peu qualifiées, ce sont des enfants de 8 à 9 ans. Ok, aujourd'hui 16 ans. 16 ans. Ouais, les mineurs de moins de 16 ans ont l'intention de travailler, mais il y a des exceptions évidemment, notamment dans les métiers artistiques ou pendant les vacances scolaires. C'est très encadré, niveau RR et temps de travail, etc. Et on a beaucoup insisté depuis le début de votre chronique sur le fait qu'on parle bien de la France, parce qu'au niveau mondial, on est loin d'en avoir fini avec le travail des enfants. Oui, dans le monde, la situation est plutôt alarmante. Selon un rapport de 2020 de l'Organisation internationale du travail et de l'UNICEF, 160 millions d'enfants, soit un enfant sur 10, travaillent. Environ 70% travaillent dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des forêts, de la pêche et de l'aquaculture. En 4 ans, ce chiffre a augmenté de 8,4 millions d'enfants. Donc, et ça, c'est dû en partie au changement climatique. Pourquoi ? Parce que qui dit changement climatique dit notamment catastrophe climatique et dit nécessité de main-d'œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Et on rappelle au passage que l'ONU a proposé d'ici à 2025 de mettre un terme à toute forme de travail des enfants. On se retrouve pour la récré ? On va faire travailler les cafards. Les cafards. On a le droit, ça. Grand oral, Youssef Chouidi.
Invité du Grand Oral, donc Youssef Souidi, pour Vers la sécession scolaire, mécanique de la ségrégation au collège. Le livre vient de sortir chez Fayard pour remédier à ces inégalités dont vous parlez. On parle beaucoup de réformer la carte scolaire. On va quand même rappeler ce que c'est, parce que vous avez dit que la carte scolaire, c'est ce qui permet l'affectation, c'est la sectorisation des collèges. Au début, c'est pas ça, c'est un instrument de gestion des flux. Effectivement, ça permet de faire le lien avec la exactement. C'est-à-dire qu'il y a l'obligation de la scolarisation jusqu'à 16 ans. On est en 59, réforme Verpoint. Ouais. Exactement, et du coup il faut scolariser ses enfants. À la carte scolaire, au départ, c'est vraiment un instrument de gestion, c'est-à-dire qui doit permettre d'allouer les professeurs dans les établissements et s'assurer que chaque élève ait accès à une scolarisation pas très loin de chez lui. Ça devient ensuite un instrument d'affectation des élèves. Oui. Par la suite, justement pour permettre de gérer ces flux entre établissements scolaires, mais la question de la mixité n'est pas du tout à l'ordre du jour à ce moment-là. Et enfin, un instrument de discrimination aujourd'hui, vous n'hésitez pas à l'écrire. Alors, un instrument de discrimination, alors est-ce que je l'écris comme ça? Je sais pas. mais je l'ai noté comme ça, okay. Mais je peux retrouver le passage. Non, alors là où cette carte scolaire elle peut poser problème, c'est que son tracé n'est pas naturel. En fait, c'est des décisions politiques, aujourd'hui des conseils départementaux, qui font que tel élève est scolarisé dans tel collège et pas dans tel autre collège. Et on pourrait tout à fait imaginer d'autres frontières. Des fois, vous avez des élèves qui sont affectés à un collège qui n'est pas leur collège le plus proche. Alors, dans les grandes villes, c'est un grand classique, notamment à Paris, de dire, je sais pas quoi, il y a un collège en face de chez moi, pourquoi vous m'obligez Voilà, par exemple. Et ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, cette carte scolaire, elle semble avoir été dessinée de telle sorte que tels élèves dans un quartier populaire ne rencontrent pas tels élèves dans un quartier plus favorisé socialement. Pour autant, et ça c'est un point important de vos recherches, ces secteurs de recrutement ne prédisent qu'imparfaitement la composition des établissements. Alors c'est tout à fait le cas, puisque du fait des possibilités dont je parlais tout à l'heure, de contournement de cette carte scolaire, donc les dérogations, c'est à peu près 12-13% des voilà, élèves. C'est le chiffre qu'on n'avait pas donné tout à l'heure, parce que le mécanisme, vous l'aviez décrit, mais on n'avait pas donné le chiffre. Et la scolarisation dans le privé, c'est à peu près 20%. Donc en réalité, vous avez un tiers des élèves qui ne sont pas dans leur collège de secteur. Donc on ne peut pas dire... Et ça, c'est des chiffres au niveau national. À Paris, ça monte à plus de la moitié. Exactement. Voilà. Parce que c'est quoi, 30% d'élèves dans les collèges privés à Paris, même plus aujourd'hui, on est plutôt à 38%. C'est ça, voilà. En 6e. Et il y a en plus les dérogations à l'intérieur du public. Et donc on arrive à peu près à la moitié. Et si on se concentre sur les catégories socialement favorisées à Paris, c'est la moitié des élèves qui sont dans le privé à l'entrée en 6e. On l'a rappelé, ce sont les départements qui ont la main. Donc quand on râle contre l'État, l'éducation nationale, etc., on ne choisit pas le bon adversaire. Sur la carte scolaire, c'est compliqué dans l'éducation, puisque vous avez à la fois les professeurs qui dépendent de l'État, et vous avez cette carte scolaire qui dépend des départements. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose ni que les départements mettent forcément en avant, ni que les électeurs ont forcément en tête, sauf quand il y a des refontes de cartes scolaires qui posent problème aux citoyens, mais globalement, ce n'est pas un enjeu qui est mis en avant, par exemple, dans les élections départementales. La grande loi qui régit les rapports entre le public et le privé, enfin du moins entre l'État et l'enseignement privé en France, c'est la loi Debré 1959. Vous citez, et là je peux même citer, et ne pas vous faire mentir, page 154, un extrait de cette loi. Il n'imagine pas ça du tout. Debré dit dans son projet de loi, je vous cite, il n'est pas concevable pour l'avenir de la nation qu'à côté de l'édifice public de l'éducation nationale, l'État participe à l'élaboration d'un autre édifice qui lui serait en quelque sorte concurrent et qui marquerait, pour faire face à une responsabilité fondamentale, la division absolue de l'enseignement en France. Donc en fait, on fait le contraire de ce que prévoyait ce qu'espérait Debré. C'est ce qui est très frappant dans les discours de l'enseignement catholique, notamment, c'est qu'ils mettent souvent en avant cette loi Debré. Et en fait, la situation actuelle, elle ressemble plutôt à une dystopie dans les propos du Premier ministre de l'époque. Et donc, cette loi Debré, elle est invoquée comme un totem. Mais encore une fois, elle a été écrite, votée dans un contexte qui était totalement différent de celui d'aujourd'hui. Et le manque de remise en cause de cette loi dans le débat public, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Vous avez cité en janvier le débat qui a suivi l'affaire Oudéa-Castéra. Manque de remise en cause de cette loi dans le débat public au cours des dernières décennies, c'est une omerta d'après le député Paul Vannier qui a coécrit un rapport à l'Assemblée nationale là-dessus. C'est très anecdotique la façon dont c'est revenu dans le débat quand même. Enfin, l'affaire des enfants d'Amélie Oudéa-Castéra, ça vaut pas le débat sur le service public unifié laïque de l'éducation nationale en 84 où là il y avait une vraie remise en question, quoi. Mais depuis il n'y a plus rien. Non, voilà.
Il n'y a plus rien, quoique je trouve quand même que depuis 1 ou 2 ans, ça revient, c'est revenu un petit peu avec Papendiaï, même si ça s'est rapidement estompé. Oui, ça n'a pas duré très longtemps. C'est revenu avec Oudéa Castéra, c'est revenu très récemment avec ce rapport de l'Assemblée nationale, et ça va revenir au Sénat dans quelques semaines, puisqu'une loi sera votée. Ça va revenir avec votre bouquin quand même. Non, moi, je vous en conseille la lecture. Non, il y a un débat. Vers la sécession scolaire, on retrouve Youssef Souidi juste après la récré. Rebonjour Cécile. Rebonjour. Donc vous avez interdit qu'on fasse travailler les enfants, vous avez bien raison, mais en revanche, en cette récré, elle va être scientifique, insolite. Vous l'avez déniché dans le journal L'Actu des éditions Playback, notre partenaire. Oui, j'ai appris qu'il y avait des chercheurs japonais et des chercheurs de Singapour qui travaillaient sur la mise au point de cafards téléguidés. Alors, pas les cafards, les petits, mais les gros, les blattes de Madagascar qui font 7 cm de longueur. D'accord. Et c'est pas un genre de farce à Non, mais non, c'est pas, on l'a dit plus ou moins. C'est pour pouvoir accéder aux zones difficiles d'accès, comme dans les décombres d'un bâtiment effondré. Ces cafards peuvent cartographier une zone irradiée, par exemple, ou localiser des personnes bloquées après une explosion, etc. D'accord. Et les cafards, parce que ça va partout, c'est ça? Alors, parce que déjà, techniquement, on ne peut pas fabriquer un robot de cette taille-là pour le moment, Okay. aussi minuscule, aussi agile. Et il se trouve que les cafards, ils sont agiles, ils sont robustes, ils résistent à la chaleur et aux radiations. Okay. Pas pour le cafard. Et donc, j'équipe mon cafard. Et comment je le... Ouais, je veux bien, ça marche comment? Parce que j'ai vu ça dans un film, j'ai vu ça dans Miss Sloane. Ah oui. Sur Netflix, là, avec Jessica Chastain, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est un film, quoi. Voilà. Oui, et le film devient réalité, Emmanuel. Voilà. On lui met un mini sac à dos bourré d'électronique, une sorte de bonnet qui va lui titiller les antennes pour le faire aller à gauche ou à droite. Des électrodes agissent sur les antennes. Les détails qui a son importance, aucune chirurgie n'est requise. Il suffit après le boulot, on lui enlève son sac à dos. Hop, il peut retourner chez ses comparses et tout va bien. Et le cafard retrouve une vie parfaitement normale. Alors, les premiers essais semblent un peu concluants puisqu'ils ont quand même déjà équipé et télécommandé 20 cafards. D'accord. Et c'est pas les premiers animaux téléguidés? Non, c'est la suite. Non, en 2017, c'était un scarabée. Okay. En 2013, des chercheurs coréens, cette fois, avaient équipé des tortues. Elles ont été utilisées pour inspecter les décombres de la centrale de Fukushima. Sympa. Et à l'époque, ils parlaient de télécommander des faucons, des chats, des lézards, des carpes, on peut tout télécommander. Et en 2007, des chercheurs chinois avaient implanté des mini-électrodes dans le cerveau d'un pigeon. Donc là, il y avait quand même eu de la chirurgie, c'est un peu différent. À l'époque, ils envisageaient même de manipuler les signaux neuronaux des requins dans le but de régir leurs mouvements et ainsi pouvoir s'en servir comme espion sous-marin, en fait. Mais ça n'a pas encore été fait. Et puis, on n'arrête pas le progrès, même si on peut douter du fait que ce soit un progrès. Voilà, le débat est lancé. Ça va pas plaire à la Société protectrice des animaux. Je ne pense pas non plus. On n'est pas sûr. Merci beaucoup, Insolite. Tout cela à lire dans l'Actu, c'est du groupe Playback. Merci beaucoup, Cécile. Grand oral, Youssef Souidi. Les effets délétères de la carte scolaire, notamment au collège, sont au cœur de l'actualité depuis plus de 40 ans. Ils offrent aussi des prétextes scénaristiques aux cinéastes qui veulent illustrer les ratés du vivre ensemble. Et on en croise plusieurs de ces cinéastes et de ces films dans votre livre, Youssef Souidi. Vous citez notamment régulièrement La Cour des miracles, qui illustre les logiques à l'œuvre, notamment, et on n'en a pas encore parlé, chez les parents. Alors, la Cour des miracles, je la cite parce que justement, on voit bien au début comment la carte scolaire n'est pas quelque chose de naturel et le fruit de décisions politiques. Il y a un nouveau quartier qui se construit. Exactement. C'est ça le pitch. Ça se passe à Aubervilliers, donc vous avez un nouveau quartier plutôt qui va gentrifier la ville, si on veut le dire rapidement, qui se construit à proximité d'un quartier défavorisé. Et au moment de faire son projet d'achat, une prétendue mère de famille veut s'assurer que son enfant sera bien dans le nouvel établissement scolaire et pas mélangé avec les enfants du quartier défavorisé. Et l'agent immobilière lui répond que le maire s'est assuré que la carte scolaire serait redessinée. Et donc c'est un joli film, hein. On avait reçu le réalisateur ici même Un film très, très, très intéressant. Il y a un autre film aussi qui est La lutte des classes. Avec Édouard Baird. Exactement. Et où là, on voit très bien à quel point on a un couple, Édouard Baird et Leila Bekti, un couple plutôt bobo, pour le dire rapidement, qui croit vraiment Ils veulent jouer la mixité. Exactement, qui croit vraiment en l'enseignement public. Leur enfant est en CM1 et arrive le CM2, et là, il voit progressivement ses camarades de classe qui vont vers le privé, leurs voisins qui vont vers le privé. Et cette question qui ne se posait pas du tout au départ
devient un problème majeur dans leur couple, Voilà, au point qu'ils se séparent à un moment. Ouais. Et l'école publique dont il est question, qui est largement évitée, finit par littéralement s'effondrer du fait de manque de mixité, mais aussi d'entretien. Tout ça a un effet aussi sur les stratégies immobilières, hein, et elles sont chiffrées. Vous le dites, un bon collège, ça fait monter les prix d'un logement de 5%. C'est mesuré. Alors, à Paris, c'était au début des années 2000. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est bon, ça doit être 20%. Mais oui, plusieurs études montrent que les familles sont assez attentives au choix de leur logement et à quel collège leur enfant sera affecté. Étant donné l'adresse de leur domicile. Les parents qui mentent sur leur lieu de résidence réel, les gens d'urbaine, pas tant que ça. Alors on a du mal à le chiffrer pour le cas français. Ça a pu être chiffré notamment au Danemark, et où on voyait que c'était quand même quelque chose qui n'était pas non plus mineur, cette déclaration de fausses adresses. Par définition, comme c'est des fausses adresses, c'est difficile à chiffrer. Mais des sociologues ont pu montrer une diversité de stratégies pour déclarer ces fausses adresses. Le choix de l'entre-soi, de mettre ses enfants dans un collège avec des enfants qui lui ressemblent, c'est pas l'apanage des milieux favorisés. Vous dites aussi que finalement dans tous les milieux, il y a quand même il peut y avoir en tout cas un petit réflexe de on se mélange pas trop. Alors, ce qu'on voit tout de même, c'est plutôt les familles socialement favorisées qui choisissent leur établissement. Là où j'évoque cette question, c'est au moment de la fermeture d'un collège très défavorisé socialement, du Mirail à Toulouse. Collège très défavorisé socialement, mais aussi ethniquement très marqué. Et là, ce collège, qui était vraiment un collège ghetto, le conseil départemental a voulu le fermer pour améliorer la mixité, envoyer ses élèves dans les collèges de la métropole de Toulouse. Et effectivement, des chercheurs qui étaient sur le terrain ont vu que vous aviez une partie des familles, donc ce n'était pas toutes les familles, mais une partie des familles qui ne voulaient pas que leur enfant aille dans les collèges de la métropole, d'après eux, par réflexe communautariste. Oui. Dans les réponses politiques à ces problèmes aux inégalités qui s'aggravent et qui découlent de cette ségrégation, il y a eu des réponses en termes de zones, les ZEP, puis les REP, avec un problème que vous soulignez aussi, qui est l'effet de stigmate. C'est-à-dire que si un établissement est classé REP, il aura plus de moyens, souvent des très belles équipes. Nous, entre journalistes éducation, on se le dit souvent, c'est là qu'on voit aussi les plus belles expériences, mais en même temps, ça peut faire peur aux parents. Oui, alors c'est une étude d'économistes qui a montré ça, c'est-à-dire que il y a eu une réforme de l'éducation prioritaire, comme il y en a à peu près tous les 10 ans, où vous avez certains établissements qui n'avaient pas ce label éducation prioritaire et qui l'ont obtenu. Et à la suite de l'obtention de ce label, ce collège était beaucoup plus évité par les familles socialement favorisées parce que effectivement ce label crée un stigmate. Voilà. Ça alors non seulement c'était le même collège, mais en plus il allait bénéficier de moyens supplémentaires. Donc quand même c'était un petit peu le monde à l'envers. Une dernière question, Youssef Souidi, ce qui semble sûr en vous lisant, c'est qu'une réforme de la carte scolaire qui n'intégrerait pas le privé serait probablement parfaitement inefficace. Alors localement, ça peut avoir quelques bénéfices, mais globalement, on n'arriverait pas à modifier significativement le niveau de ségrégation sociale sans prendre en compte l'enseignement privé. Mécanique de la ségrégation au collège, c'est le sous-titre vers la sécession scolaire. Il y a quand même un point dérogation, c'est le titre, c'est chez Fayard, c'est signé Youssef Souidi. C'est un bouquin important sur les ségrégations, la ségrégation à l'école, en général, au collège en particulier, mais comme vous l'avez très bien expliqué, c'est là qu'elle culmine. Vous restez avec nous, on va pousser les portes d'une librairie, plutôt pour regarder des livres pour les enfants cette fois. Le vôtre, faut quand même, il faut le bac, allez. Ou même, allez, en SES, on peut le dire. Cécile, merci beaucoup. Céline Luton. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Célie Luton pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Il y a une thématique aujourd'hui, le handicap en littérature jeunesse. C'est ça, la question du handicap, que ce soit physique ou psychomoteur. On a toujours tendance à se dire faut en mettre. Il y en a déjà. Et quoi, effectivement, ce sont les personnages qui ont un handicap de naissance ou pas. Et ce n'est pas le nœud de l'histoire. On ne va pas les réduire à ça. Et ça, c'est pour la jeunesse aussi. Et c'est ça qui vous intéresse. Oh, oui. Nos cœurs tordus, c'est votre premier conseil de lecture. C'est signé Séverine Vidal et Manucos, sorti en 2017 chez Bayard Jeunesse. Alors, un merveilleux roman à 4 mains à lire à partir de 9 ans. C'est l'histoire de Vade. Vade, il se déplace avec Monique, sa canne, la canne des bons jours. Et il est amoureux de Lou. Parce que c'est ça l'histoire. Jusque-là, c'est très sympa. Mais c'est ça, il se laisse pas faire. Il a un sacré caractère. Il a une passion pour le cinéma. Et donc dedans, vous avez aussi Mathilde qui est en fauteuil roulant, vous avez Dylan qui lui est atteint de trisomie 21. Et quel est le principal handicap dans ce livre ? C'est la perte de confiance en soi.
et qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller réaliser nos rêves. Et c'est ça que ces enfants ils sont en primaire, fin de primaire 6e, mais ils nous apprennent plein de choses. Ils nous apprennent plein de choses et ça peut apprendre plein de choses qu'on ait ou non un handicap. Attention. C'est drôle. C'est très drôle. On rigole. Oui. Ok, donc ce pitch au départ, c'était pas super rigolo. Oh bah, je l'ai pas bien fait peut-être, mais vraiment. Vous l'avez très bien fait. Simple de Mario de Muraille. Alors là, c'est un classique, ça a 20 ans. Bah oui. Vous faites comme ça pour Mario de Muraille. Mario de Muraille, toujours, c'est une écriture. C'est à l'école des loisirs. Voilà, je ne connais pas d'écrivaine aussi talentueuse pour brosser des portraits sans jamais caricaturer. Parce que Simple, c'est le prénom, c'est le surnom de Barnabé, 22 ans sur la carte d'identité, 3 ans d'âge mental. Et le jour où il est si malheureux dans un institut, son frère de 17 ans, Kléber, va prendre sa tutelle et ils vont s'installer dans une colocation. Et avec Simple, rien n'est simple finalement. Avec rien n'est simple. Et parlez-nous de Monsieur Pimpin. Monsieur Pimpin, c'est son doudou qui lui donne des un lapin en bonnes plus, idées. c'est ça. Oui, mais c'est tellement puissant parce qu'on va vraiment dans des réflexions, parce que Simple, il prend pas les virages à gauche et à droite comme nous on fait, il va pas dans le politiquement correct, il va aller droit et en fait il va droit au cœur des autres adultes qu'il côtoie. À partir de quel âge? Plutôt le collège. Début de collège. Oui, voilà. Oui. Collège ségrégé ou non ségrégé, début de collège. Pour tous les lecteurs et les adultes, ça fait toujours plaisir, une ode à la tolérance. Ouais. Voilà, et Mario de Muraille, on trouve ça facilement dans la CDI normalement. Kelly Guillot et Maurice co-signent une bande dessinée publiée en 2015, Facteur pour femmes. Oui, celle-là, j'ai été la chercher en Bretagne. On va aller dans le Finistère, au bout de la terre. 1914, bon pour tout le monde. Première Guerre mondiale. Exactement. Et donc là, on va aller chercher... en histoire, quand même, j'aime bien ce genre de questions. Ouais, non, c'est bien. Et on va aller chercher tous les hommes. Alors, évidemment, sur le continent, ça suffit pas. Donc, même dans la petite île de Bretagne où se passe l'intrigue, on va aller récupérer tous les hommes. Tous, sauf Maël. Et pourquoi? Parce que Maël est né avec un pied beau. Et donc lui qui était moqué par les hommes, ignoré par les femmes, il est promu facteur. Oui, il a un vélo. Bon. Il est celui qui donne à toutes les femmes des nouvelles du front. Donc il est attendu, il devient le confident et l'amant. Mais cruelle est l'histoire de Maël, car toutes les bonnes choses ont une fin. Même la guerre. Oui, les bonnes choses, non. Pour lui... oui, d'accord, c'est pas la guerre qui est une bonne chose. Exactement. C'est plutôt voilà. On s'est compris. Regardez, il y a des photos. C'est plutôt pour être ado quand même, là, non? Oui, moi je dis lycée, oui, public, quand même averti. Quand même, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Facteur pour femmes, Kelly Guillaume Maurice, c'est la collection Grand Angle des éditions Histoire complète. Simple, Mario de Muraille. Mario de Muraille, c'est à l'école des loisirs, comme toujours, et Nos cœurs tordus, c'est chez Bayard Jeunesse. Merci beaucoup. Youssef Souidi, merci beaucoup. Vous l'avez lu en plus le bouquin, vous, Youssef Souidi? Oui. C'est pas pour vos jeunes lecteurs quand même, lectrices. Non, là je le conseillerais plutôt aux parents justement pour toujours avoir un œil ouvert par rapport à ce qui se passe et mieux diriger les enfants et les élèves dans les études. Les équipes éducatives, d'ailleurs, parce que je parlais du rôle des documentalistes dans les CDI, sur ces histoires de ségrégation scolaire, elles ne sont pas toujours au clair, hein. Alors, il arrive que des professeurs des écoles, vous le dites, disent de public, disent aux parents, non, mais là... Oui, alors ça, c'est un rapport parlementaire qui le notait, une sénatrice qui était allée sur le terrain et qui montrait qu'effectivement, vous aviez des enseignants qui conseillaient aux parents d'élèves d'aller plutôt dans le privé que dans le collège public. Ce qui n'est pas évident, et on va dire qu'on traite quand même ce sujet avec humilité, sans porter de jugement sur ce que font les gens, parce que bon, quand vous êtes dans une certaine situation, que c'est l'instit qui vous dit... Effectivement, quand vous êtes parent, vous écoutez ce qu'ils ont à dire quand même. Je ne l'ai pas souligné, mais je le dis dès l'introduction, c'est-à-dire c'est le système tel qu'il est fait qui fait reposer sur les familles des choix cornéliens. Exactement. Et les familles font ce qu'ils pensent être le mieux, ce qu'elles pensent être le mieux pour leur enfant. Ouais. Vendre de la drogue. Ouais. Racontez une anecdote pour finir, elle ouvre le bouquin. Alors, c'est ce que j'ai répondu à la professeure de SES, c'était quelques mois après ma rentrée en seconde, qui demandait un exemple d'activité qu'on faisait à notre âge, donc à 15 ans, sans la déclarer. On commençait à notre âge sans la déclarer. Elle pensait babysitting, je ne sais pas quoi. Et moi, je pensais ça très sérieusement, en réalité. Youssef Souidi, merci beaucoup. Merci super beaucoup. Super bouquin aussi dans la librairie de Célie, comme chaque semaine. Super équipe pour préparer cette émission et que je remercie. Laure, Audemont au maquillage, Marine Plantec, assistée par Pénélope Day pour la préparation de l'émission. Et en régie aujourd'hui, elles sont avec Héloïse Merlin au son, Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.